Bonjour à tous. On va commencer ce 5e tableau. Je suis Cécile Génaud, fellow de l'Institut Open Diplomacy et jeune déléguée au Youth 7 Summit, le groupe d'engagement du G7 pour la jeunesse, et au Forum pour le développement durable de l'ONU. Pour entraîner les changements de modèle dont nous avons besoin pour faire aboutir cette transition écologique, il est nécessaire de mobiliser l'ensemble de la société autour des enjeux du développement durable, citoyens, entreprises, institutions, etc. Je suis donc très heureuse d'animer aujourd'hui ce 5e tableau, accélérer la transition avec les Français. Des échanges qui seront centrés sur l'ODD 12, consommation et production responsable, l'ODD 8, travail décent et croissance économique, et l'ODD 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Avant de commencer les interventions, je vous rappelle à l'audience que vous aurez la possibilité de poser 2 questions après chaque keynote speaker. Je vous invite à les préparer d'ores et déjà. Et pour entamer la première partie de notre discussion sur l'ODD 12, consommation et production responsable, j'invite au pupitre la professeure Nadège Troussier, professeure et directrice générale adjointe des arts et métiers en charge des formations. Et j'en profite pour vous dire qu'une des rencontres du développement durable se tiendra d'ailleurs le 7 octobre prochain à l'ENSAM de Bordeaux, où nous y parlerons de circularité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très émue d'être ici en tant que représentante d'Arts et Métiers qui a entamé un travail de fond pour aborder le développement durable sous l'angle de la technodiversité. La diversité technologique est en relation directe avec la capacité à établir des modes de consommation et de production soutenables, et donc l'ODD 12. Alors, concernant l'ODD 12, où en sommes-nous? Sur la base des indicateurs retenus par la France et des données de l'INSEE, la consommation intérieure de matière par habitant a été réduite de 4% entre 2010 et 2018. L'empreinte matière par habitant a été réduite également de 4% entre 2010 et 2018. Nous sommes passés de 74% à 78% de déchets dangereux traités entre 2010 et 2018. Le taux de recyclage des déchets est passé, lui, de 60% en 2010 à 66% en 2018. Et entre 2010 et 2018, on relève une augmentation de 12% des emplois dédiés à l'économie circulaire. Ces chiffres permettent de mesurer le chemin parcouru jusqu'alors et conduisent à se poser de nombreuses questions. Par exemple, est-ce que réduire les consommations, gaspillages et pollution à ce rythme permet de répondre aux contraintes imposées par notre milieu de vie en 2030 ? Les cibles françaises permettent-elles un rythme d'adaptation en cohérence avec celui de l'évolution de notre environnement ? Faut-il regarder l'évolution des quantités consommées ou plutôt les changements de modalités de consommation et de production ? C'est comme si, pour gravir l'Everest, nous venions de passer le camp de base, le premier camp avant de gravir la montagne. Le plus dur reste à faire. Les ODD sont en interrelation, comme vous le savez, les uns avec les autres. L'ODD 12 est en lien direct, par exemple, avec le 3, donner aux individus une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. Ou encore avec le 4, veiller à ce que tous puissent accéder à une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Pour reprendre l'image de l'ascension de l'Everest, pour atteindre le sommet, il faut choisir une voie parmi les ODD, sinon on risque de se perdre. Changer les modes de consommation et de production, c'est changer de mode de vie, ce qui veut dire par exemple développer l'autolimitation ou l'imposer, être capable de distinguer envie et besoin. Bref, il faut des changements de comportement, de valeurs, de culture. Je crois que l'éducation et la formation tout au long de la vie peuvent être une voie, la voie pour les évolutions comportementales et culturelles nécessaires. J'aimerais croire qu'elles seront soutenues pour atteindre le camp 4 le plus rapidement possible, le dernier camp avant le sommet, celui d'un mode de vie où chacun saura mobiliser les technologies répondant à ses besoins, en toute autonomie et responsabilité, sans peut-être même plus parler de consommation d'une part et de production d'autre part. Je vous remercie. Merci, professeur. J'invite maintenant M. Valentin Fournel, directeur éco-conception de Citeo. Bonjour à tous et merci beaucoup. Donc, je suis Valentin Fournel, directeur éco-conception de Citeo, et j'aimerais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, notamment quand on parle de production et de consommation responsable. Alors, il se trouve que Citeo, on est entreprise à mission depuis maintenant 2020, et on a dans notre raison d'être, donc je vais vous rappeler notre raison d'être, qui est pour faire face à l'urgence écologique et accélérer les transformations qui s'imposent. On veut engager les acteurs économiques à produire, distribuer et consommer
en préservant la planète, ses ressources, la biodiversité et le climat. Vous voyez qu'on s'inscrit évidemment complètement dans cet ODD numéro 12. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, pardon, Citeo, donc on est une entreprise aujourd'hui qui accompagnons les entreprises pour réduire les impacts environnementaux de leurs emballages et de leurs papiers, en leur offrant des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. Alors c'est vrai que quand on pense justement à consommation, production responsable, on pense d'abord à économie circulaire. Et quand on pense à économie circulaire, on pense au recyclage. Donc oui, le recyclage fait partie des leviers extrêmement importants pour réduire l'impact de notre production et de notre consommation. Notamment parce que le recyclage permet d'éviter du déchet, ce qui est une des cibles de l'ODD 12, mais également permet de reproduire, de garder en fait de la matière, de ne pas reproduire de nouvelles matières vierges. En ce sens, le recyclage est efficace. Pour donner un chiffre, on est aujourd'hui sur les emballages ménagers en France à un taux de recyclage moyen de 72%, avec une forte disparité entre les matériaux. Ce taux de recyclage de 72%, il a permis chaque année de réduire de plus de 2 millions de tonnes les émissions de CO2. Pour vous donner une correspondance, c'est l'équivalent d'environ 1 million de voitures en moins sur les routes chaque année. Évidemment, c'est très impactant et c'est important, mais il faut encore l'accélérer. Il faut tendre vers le fameux 100% des matières qui sont mises sur le marché recyclées. Maintenant, on parle du recyclage, on va dire que c'était un peu historique. Citeo, on a été créé en 1992, il y a maintenant 30 ans, cette année. Évidemment, quand on se pose la question de la production et de la consommation responsable, il faut commencer en fait au début. Et le début, c'est penser en mode éco-conception. Et penser l'éco-conception, c'est à chaque étape de sa production, de produit ou de service, penser l'impact environnemental de ce produit ou de ce service. Et tout mettre en œuvre, identifier tous les leviers qui vont permettre de réduire son impact environnemental. Le premier levier, avant même de penser recyclage, c'est la réduction. Comment est-ce qu'on peut réduire les emballages qu'on met sur le marché? Attention, il y a un autre objectif, une autre cible de l'ODD 12 qui va être le gaspillage alimentaire. Il faut rappeler aujourd'hui que 30%, plus de 30% des aliments sont gaspillés aujourd'hui dans le monde. L'emballage a un rôle là-dedans. Donc aujourd'hui, on ne peut pas non plus tout faire sans penser à l'impact évidemment sur le gaspillage alimentaire. En revanche, il faut systématiquement, et ça demande un changement d'état d'esprit, se repenser l'utilité, la fonctionnalité de mon emballage. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il vient vraiment protéger un produit qui, si l'emballage n'était pas là, serait gaspillé? C'est peut-être pas le cas d'un marteau, par exemple. Une fois qu'on est sûr de l'utilité de cet emballage-là, il faut chercher ensuite à le réduire, soit en supprimant certaines unités d'emballage, certains éléments qui ne sont pas indispensables, ou ensuite en l'allégeant. Et puis bien sûr, une fois qu'on a fait ce travail sur la réduction, il faut réfléchir aux autres aspects de l'économie circulaire. Est-ce que je peux du coup le réemployer en fin de vie, ou est-ce que je peux à minima le recycler, ou derrière intégrer de la matière recyclée, ce qui crée évidemment des débouchés de recyclage directement. Chez Citeo, on accompagne les entreprises justement sur le terrain pour les aider pour entreprendre justement ces grands changements. On a créé l'année dernière un outil qui s'appelle LES, LE2S, qui vise justement à accompagner les entreprises à se poser les bonnes questions. Et certaines sont évidemment déjà passées à l'action. Vous l'avez peut-être vu au moment de la rentrée des classes. Système U a notamment proposé des systèmes de distribution complètement en vrac pour toutes les fournitures scolaires. Stylos, feutres, stabilos, crayons, etc. Vous avez peut-être vu également dans vos rayons des pots de yaourt par 4 sans la cartonnette. Ne serait-ce que quand Danone a passé tous ses yaourts Activia par 4 et a supprimé la cartonnette, ça fait 1600 tonnes en moins de carton sur le marché. Idem lorsque Bonduelle vient supprimer son couvercle de certaines barquettes. Par exemple, certaines barquettes de carottes râpées avec un usage maintenant en une seule fois. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, le consommateur n'a plus cette fonctionnalité de venir refermer quelque part sa barquette. Et bien, ils se sont dit, supprimons-le. Et ça a permis de réduire de plus de 46% la consommation de plastique de ces emballages-là. C'est évidemment extrêmement intéressant, c'est les premières actions, et maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Donc on développe des outils, on développe autour de la réduction, autour de la recyclabilité évidemment, et autour plus largement de l'impact environnemental, en faisant des outils d'ACV, d'analyse de cycle de vie. Maintenant, on le voit, les entreprises, on a accompagné depuis 2018 à peu près 2000 entreprises sur tous ces sujets d'éco-conception. On le voit, ce n'est pas suffisant. On a quasiment 30 000, 40 000 clients. La question clé qui se pose aujourd'hui, c'est celle de quoi faire. Les entreprises viennent nous voir et sont un peu démunies. Je pense qu'on est tous conscients qu'il faut agir, mais la grande question, c'est le comment. Et je pense qu'il faut maintenant repenser, puisqu'on est à l'Assemblée nationale, j'aimerais proposer
d'inclure en fait dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur secondaire, les notions d'économie circulaire. Parce qu'il est clé que tous, autant que nous sommes, quand nous travaillerons plus tard, quand nous serons consommateurs, évidemment, on doit avoir toutes ces notions clés en tête. Et on ne peut plus avoir un ingénieur PAC qui ne sait pas ce qu'est une ACV, une analyse de cycle de vie. On ne peut pas avoir un marketeur qui ne connaît pas les grands principes aussi des impacts environnementaux et du marketing et de la communication responsable. On a beaucoup parlé production, sur la consommation responsable. Il nous faut maintenant également agir, parce que ça a été rappelé par le professeur Troussier, changer, être dans un nouveau mode de l'économie circulaire, aller vers la transition énergétique et écologique, il nous faut changer les habitudes, les comportements des nouveaux usages. Et pour ça, ça ne se décrète pas, évidemment. Donc il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel comportement, et il faut accompagner ces changements de comportement. Nous, on le voit parfois, on a des entreprises qui font des efforts énormes d'éco-conception, et au final, ça ne se vend pas. Ça veut dire que le marché ne le prend pas, et donc ils reviennent en arrière. Ça veut presque être pire. C'est-à-dire qu'on a fait tous les efforts, on a réussi à aller vers une solution, mais derrière, il a manqué cet accompagnement en fait, d'un changement drastique, on va dire, de comportement ou d'acceptation d'avoir peut-être une fonctionnalité en moins ou de devoir faire un effort supplémentaire. Il faut l'accompagner. Donc quand on parle de recyclage, évidemment, on a mis beaucoup l'accent sur l'infotri, donc aider le consommateur à faire le bon geste de tri. Donc depuis 2012, maintenant, il y a une infotri sur les emballages ménagers. On a également conclu la simplification du geste de tri par l'extension des consignes de tri. Donc à partir de fin 2022, début 2023, l'ensemble du territoire français, vous pourrez mettre tous vos emballages dans le bac jaune. Vous aurez pu vous poser la question. Et puis enfin, il faut maintenant une continuité entre la consommation à domicile et puis notre consommation hors foyer nomade. Voilà. Et donc là aussi, une proposition, c'est comment est-ce qu'on peut arriver tous ensemble à venir accélérer cette possibilité d'avoir le tri partout où on va, pour qu'il y ait une continuité et zéro rupture entre chez soi et les lieux de hors foyer, c'est-à-dire les théâtres, les cinémas, les stades, les rues, les promenades, les plages, etc. Voilà. Évidemment, on en est au début. Je pense qu'on a un socle, une base. Il faut maintenant se servir de ça et accélérer. On n'est qu'au camp de base de l'Everest. Donc, allons jusqu'au sommet. Merci. Monsieur Fournel, je vous invite à rester au pupitre parce qu'on va prendre des questions. Madame, vous pouvez venir, il y a un micro juste ici. Il faut juste déplacer. Merci beaucoup. Ah, mais c'est pour les grands, les micros, là. Merci à Citeo, qui est une entreprise avec qui on travaille déjà et que nous soutenons. Bonjour, je m'appelle Caméra Vésic de l'association PicPic Environnement. Je représente les réseaux d'éducation populaire et ma question s'adresse aussi bien au professeur Troussier qu'à monsieur Fournel. J'ai l'impression, sur l'ODD 12, que le message est très souvent adressé quand même à une certaine élite, à une certaine couche de population qui a les moyens et qui s'intéresse à ces questions écologiques. Les réseaux d'éducation populaire s'inquiètent que la plupart des messages ne s'adressent pas aux classes plus populaires. C'est-à-dire que là, il faut savoir quels sont les motifs des codes de consommation. On ne se lève pas le matin en disant comment est-ce que je pourrais faire mes courses pour qu'elles soient plus écologiques. C'est surtout comment est-ce que je pourrais finir le mois. Donc la même réflexion s'adresse aussi aux entreprises sur des achats durables et responsables. On ne se lève pas le matin, à part le service com, pour dire comment est-ce que je pourrais être plus responsable. On se lève pour comment boucler aussi ma fin de mois en tant qu'entreprise. Donc l'idée, ce serait plutôt de se rapprocher. Très souvent, la question, c'est de se rapprocher plutôt des problématiques des gens du quotidien. Très souvent, la question, c'est il faut dire aux gens l'achat utile et responsable. Voilà, je pense que là, il y a dessus un vrai sujet. J'aimerais citer l'exemple de l'entreprise Vrac à Lyon, qui ne fait pas du vrac, mais qui livre des produits bio, et on ne travaille pas avec eux, donc je les cite comme ça. Ils livrent des produits bio et de très bonne qualité, à des prix extrêmement réduits et en très grande quantité auprès de familles, c'est une sorte d'AMAP, auprès des familles des quartiers populaires. Et là, il faut bien se mettre dans la tête que les familles des quartiers populaires n'ont rien contre la planète, elles veulent sauver la planète, elles voudraient aussi être en bonne santé, comme tout le monde, mais n'en ont pas les moyens. Donc ce qui est attendu, c'est plutôt des propositions comme ça, où on va vers eux et on répond vraiment à leurs attentes. Que ce soit la majorité de la population dans les zones de densité urbaine ou en zone rurale qu'on oublie souvent, voilà, ou pour les petites entreprises, où là on sort un peu de l'entre-soi écolo qui est là ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.
Oui, vous avez raison, Caméra. Effectivement, aujourd'hui, alors déjà, il y a quand même une tendance qui est que là où l'écologie était réservée aux élites il y a quelques années, aujourd'hui, on voit que c'est quand même une dimension qui est de plus en plus prise en compte par l'ensemble de la population, et pas forcément en fonction du contexte économique du foyer. En revanche, il y a toujours des réfractaires aussi, évidemment. Et nous, notre conviction, c'est qu'il faudra avoir plusieurs solutions, en fait. C'est du multi-solution. On ne va pas imposer, enfin, je ne pense pas qu'on pourra imposer. En fait, les consommateurs vont rester quelque part à la manœuvre. Et donc, on ne pourra pas imposer un seul système qui s'appliquera à tous. Et donc, il faut aller pour chaque mode de distribution, chaque mode de consommation, il va falloir aller identifier quels sont les dispositifs, quels sont les types d'emballage, si on parle d'emballage, qui sont les plus pertinents et qui vont permettre de réduire les impacts environnementaux. Dans cette ODD 12, il y a production et consommation. Et les deux doivent aller de pair. Ce n'est pas que la consommation qui doit devenir responsable, c'est aussi la production. Et parfois, ce sera complètement neutre pour les consommateurs ou les citoyens. Ils ne se rendront même pas compte que ce qu'ils ont acheté est peut-être moins impactant pour l'environnement. Et donc, c'est comme ça qu'on peut aborder ce sujet-là. Mais on est d'accord qu'il ne faut pas se focaliser sur les élites. Merci beaucoup. Une deuxième question, peut-être ? Bonjour, Thibaut, j'étais délégué au Y20 l'an dernier. Vous avez parlé justement des études supérieures, la nécessité de former des ingénieurs, etc. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez des actions qui sont orientées vis-à-vis du ministère de l'enseignement, vis-à-vis des grands réseaux d'écoles d'ingénieurs, vis-à-vis des grandes universités? Est-ce que vous travaillez qu'avec des entreprises ou aussi avec ces acteurs-là? Alors, on travaille avec ces acteurs-là, mais on va dire de manière ponctuelle. On n'a pas forcément... Alors, on peut avoir certaines chaires de recherche, donc notamment pour avoir des thèses sur des sujets liés à l'économie circulaire, mais pas de manière systématique. On va faire des interventions dans certains programmes, que ce soit dans les écoles, à l'Audencia par exemple, plutôt en marketing, ou bien à AgroParisTech, par exemple, sur les sujets plus techniques. Donc on intervient de manière ponctuelle. Là, je pense qu'il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus ancré, systémique et continu, parce qu'encore une fois, les gens qui vont être formés dans ces écoles-là seront les citoyens, les consommateurs de demain. Et même les industriels de demain. Merci beaucoup. On vient de parler de transformation de la consommation. On va maintenant parler de transformation de l'économie avec l'ODD 8, travail décent et croissance économique. Et je vais donc appeler le professeur Hélène Etchanchu, professeure associée à Montpellier Business School, titulaire de la chaîne Coast et directrice du centre Impact. Bonjour, merci à tous d'être là. Et moi, je suis vraiment ravie d'être ici pour représenter donc, cette ODD 8, travail décent et croissance économique. Je suis ici surtout pour vous faire un constat scientifique donc, sur cette ODD. Et sans surprise, comme vous le savez tous, le rebond de l'économie est mis à mal par de nouvelles vagues Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise de l'énergie. Donc plutôt que de partager des mauvaises nouvelles et des chiffres qui ne sont pas bons, je vais surtout vous parler d'un constat scientifique des sciences sociales autour de ce contexte de l'ODD 8. Donc je vous propose en fait de renommer l'ODD 8 au lieu de dire croissance et travail décent. En fait, l'idée c'est de parler de la prospérité et du travail décent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sciences sociales ont bien démontré que la croissance, c'est une croyance. Donc, au contraire, donc, rappelons que les autres ODD comme la santé, la lutte contre la faim dans le monde ou la croissance économique donc, n'est pas un objectif ou une fin en soi, mais c'est bien un préalable pour atteindre l'emploi et la prospérité. C'est une construction sociale et un raccourci pour mesurer notre bien-être. Donc l'économie doit être au service de l'homme et pas l'inverse. Mais rappelons que le PIB ne mesure que la valeur monétaire de nos produits et de nos services. Un PIB qui augmente peut ainsi contribuer directement à la destruction de la planète et aux inégalités sociales. Raser une forêt, vider les océans, brûler du charbon, autant d'activités en contradiction avec les ODD, mais qui sont bénéfiques pour notre PIB. Si l'on veut atteindre les ODD et arrêter ces contradictions entre performances économiques, environnementales et sociales, on a besoin d'un réel changement de paradigme, à la fois sur nos modèles d'organisation et sur nos croyances sur l'économie. Nous n'avons plus de temps et d'argent à perdre dans des efforts qui ne traitent les problèmes qu'à la marge. Donc, par exemple, tant que nos modèles d'affaires continuent à encourager les gens à consommer plus pour avoir des tarifs préférentiels, on n'atteindra pas les objectifs de l'accord de Paris. Au contraire,
Les entreprises les plus avancées se réinventent et créent de la valeur aujourd'hui en aidant les gens à consommer moins mais mieux. La science du bonheur nous démontre d'ailleurs, ce qui nous rend heureux, ce ne sont pas nos biens, mais c'est bien nos relations sociales. Le secrétaire général des Nations Unies, d'ailleurs, Antonio Guterres, a partagé les mots clairs. Je cite, « Nous devons aller au-delà du produit intérieur brut comme mesure du bien-être et du progrès humain. » Et qu'est-ce qu'on met à la place? Les théories économiques du XXIe siècle nous proposent de mettre à la place la prospérité écologique et inclusive. Cette prospérité s'adresse non seulement à notre bien-être matériel, mais aussi à notre bien-être psychologique et social. Le mot prospérité vient de pro, pour, et spérer, espoir. C'est donc une vision positive de l'espoir. Une vision d'une économie qui sait subvenir à nos besoins, humains, matériels et immatériels, dans le respect des limites planétaires. Donc voici 2 propositions concrètes qui seraient de changer le titre de l'ODD 8 en prospérité et travail décent et d'abandonner le PIB comme indicateur. Ainsi, on sortirait de ce clivage actuel entre croissance et décroissance pour nous rassembler autour d'une vision positive de l'économie au service de l'homme en respectant les limites planétaires. Au sein de la Chaire Coast et plus récemment avec le Centre de recherche Impact, nous explorons cette nouvelle vision autour de la prospérité dans le monde du management. Dans le cadre des RDD, nous aurons le plaisir d'accueillir une journée entière de débats dédiés à cette vision autour du thème « Repenser pour prospérer ». Donc, entreprenons la France en 2030 avec des modèles d'affaires qui contribuent à la prospérité écologique et inclusive pour tous. Merci. Merci, professeur, pour cette note d'espoir et très positive. J'invite maintenant le monsieur Olivier Bruyéron, président de Coordination Sud, à intervenir. Merci. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, chers consoeurs et chers confrères, je tiens tout d'abord à remercier l'Institut Open Diplomacy d'avoir permis à Coordination Sud d'intervenir aujourd'hui, et particulièrement son directeur général, cher Thomas, qui a facilité cela. Je tiens également à saluer la mobilisation de ce jour, et je me réjouis que cette rencontre se déroule au sein de l'Assemblée nationale, regroupant élus, membres du gouvernement, représentantes et représentants de la société civile, acteurs du secteur privé. Je prends cela comme un marqueur de la volonté d'agir ensemble en faveur de l'agenda 2030. Nous nous y associons. Nous, Coordination Sud, plateforme nationale des associations de solidarité internationale de droit français. Il m'a été proposé d'intervenir à propos de l'ODD numéro 8, qui, reprenant les propos qui viennent d'être tenus, porte sur la promotion d'une prospérité partagée et durable, ainsi que sur la promotion du plein emploi productif et d'un travail décent pour tous et toutes. S'appuyant notamment sur les enseignements des diverses actions menées sur le terrain par ses 180 membres et leurs partenaires, Coordination Sud agit depuis de nombreuses années en faveur de cette ODD, notamment pour les PMA, pays les moins avancés. Cela porte, par exemple, sur les questions de systèmes agricoles et alimentaires, qui sont au cœur des questions d'emploi et de développement économique en milieu rural où vit une majorité de la population dans bon nombre de ces pays. Dans une note publiée en mars 2021, Coordination Sud plaide sur la base des expériences de ses membres pour que la France défende et engage une transformation en profondeur des systèmes agricoles et alimentaires en faveur de modèles agroécologiques, reposant sur une agriculture paysanne et locale, privilégiant les circuits courts et équitables de commercialisation. Approche que les OSC, organisations de la société civile, ont fait émerger ces dernières décennies, qu'elles ont testées, documentées, et pour lesquelles de nombreuses études montrent qu'elles permettent d'améliorer la sécurité alimentaire des familles, les conditions de travail, les revenus, et ont un impact positif en termes environnementaux. Parmi les mesures que propose Coordination Sud pour amplifier cette transition, figure le besoin d'orienter les financements publics afin de mettre au cœur des politiques agricoles et commerciales françaises et européennes la rémunération juste des acteurs-actrices des filières, la préservation de l'environnement et la lutte contre la crise climatique. Mais également le besoin de favoriser la consommation des aliments produits localement
ou le fait de reconnaître les terres agricoles comme biens communs et de sanctionner leur dégradation. Coordination Sud regrette néanmoins dans cette analyse le soutien encore trop important à des projets agro-industriels, puisque ces projets vont quasi systématiquement à l'encontre de la préservation de l'environnement et donc d'une croissance durable, mais aussi parce que, pour certains, ils concourent à des pertes d'emplois dans le secteur agricole et vont à l'encontre de favoriser des activités à forte intensité de main-d'œuvre, là où l'agroécologie favorise la création d'emplois stables. Ce domaine illustre le fait que des alternatives sont possibles aux approches dominantes ces dernières décennies. Il aurait également été possible de citer d'autres exemples en relation avec l'ODD numéro 8, comme les modalités innovantes et efficaces qui sont déployées par certaines OSC pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans les PMA, ou leurs actions en faveur de la mise en place par les États de mécanismes de protection sociale santé. Tout un ensemble d'initiatives qui concourent à l'atteinte de l'ODD 8 et plus globalement de l'agenda 2030, mais qui, pour beaucoup, ont besoin de politiques publiques plus volontaristes. Et c'est sans doute une attente forte de notre collectif. Des politiques publiques pleinement engagées, ambitieuses, articulées avec les enseignements issus des initiatives de terrain. Si Coordination Sud et les OSC expérimentent et cherchent à diffuser des approches qui adressent efficacement les ODD sur le terrain, elles s'intéressent également à l'impact que peut avoir la France sur la capacité des autres pays à atteindre les ODD, du fait de ses pratiques de consommation, de ses pratiques commerciales ou par son APD, aide publique au développement. Et en particulier, elle œuvre en faveur de l'atteinte des ODD pour les PMA. Concernant l'APD française, nous avons salué les avancées récentes. Nous avons salué la prise en compte d'un enjeu spécifiquement dédié à la solidarité internationale et à l'aide publique au développement au sein de la feuille de route de la France pour l'agenda 2030. Nous avons également salué l'augmentation significative de l'APD française entre 2017 et 2022, ainsi que l'adoption d'une loi ambitieuse d'orientation et de programmation en faveur du développement solidaire et de la lutte contre les inégalités mondiales en août 2021. Il est indispensable que cet engagement se poursuive et s'accentue. Nous sommes encore en deçà de l'objectif onusien de 0,7% de notre revenu national brut consacré à l'aide publique au développement, promis depuis plusieurs décennies et indispensable dans le contexte actuel. Il faut y parvenir au plus tard en 2025, comme cela est mentionné dans la loi, et continuer à avancer vers cet objectif dès 2023. Cet effort, réel ces dernières années en matière d'APD, mais encore insuffisant, explique d'ailleurs en partie le mauvais classement de la France selon l'International Spillover Index, établi par le réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies. Cet index mesure les effets d'un pays sur les autres, améliorant ou compromettant la capacité de ces pays tiers à atteindre les ODD. La France se classe 154e sur 163 pays. Cela rend compte du fait qu'il est nécessaire que la France fasse évoluer certaines de ses politiques et pratiques, notamment commerciales et de consommation, en les jugeant à l'aune de leurs effets sur les ODD. Il nous faut en particulier réduire nos impacts en termes de pollutions importées de CO2 ou de baisse de la biodiversité terrestre. Pour rendre ces changements possibles, rapidement, nous proposons la mise en place d'une institution majeure sur le sujet, ayant un poids politique suffisant, à l'image d'un ministère dédié à l'agenda 2030. En conclusion, les exemples que je vous ai cités d'actions menées par les OSC dans les PMA, ainsi que ces trois propositions que je viens d'énoncer, le besoin de politiques françaises et européennes en soutien fort aux transitions, soucieuses des PMA, cohérentes vis-à-vis de l'agenda 2030, coordonnées par une institution au fort poids politique, une APD à la hauteur de nos promesses et des enjeux, traduisent notre souhait d'un engagement plus fort de la France en faveur d'une croissance durable, respectueuse des limites de notre planète, visant à la réduction de la pauvreté et des inégalités, et in fine, au bien-être de tous et toutes en France, comme dans les autres pays, en particulier les plus fragiles. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. On va prendre des questions de l'audience. Si pas de questions, on va passer au panel suivant. Merci beaucoup, monsieur le Président. Et vous avez fait très bien le lien avec le prochain ODD, puisque comme on le sait, tous les ODD sont liés, et celui-là encore plus avec les autres, puisque
L'ODD 17, le partenariat pour la réalisation des objectifs, est un ODD qui concerne tous les autres. Pour cette introduction, j'invite le professeur Valentina Carbone, professeure à l'ESCP Business School, co-directrice scientifique de la chaire Économie circulaire et modèle économique durable. Et j'en profite pour dire, pardon madame le professeur, que l'ESCP accueillera les RDD le 9 décembre à Berlin sur le thème Towards Europe 2030. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici devant vous aujourd'hui et partager un peu un constat scientifique sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, notamment en ce qui me concerne, l'ODD sur les partenariats pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces partenariats prennent plusieurs formes. Parmi les formes les plus marquantes, on trouve ces initiatives multiparties prenantes. C'est-à-dire, on fait asseoir autour de la même table des entreprises, notamment des grandes entreprises, des plus petites, des agriculteurs au bout de nos chaînes de valeur globale, des gouvernements, des ONG. Donc, vous l'aurez compris, c'est cette forme-là qui m'intéresse et par rapport à laquelle je vais essayer de partager ce qui est dit dans la littérature sur ce sujet. Alors, tout d'abord, il y a un constat que ces initiatives semblent tout à fait appropriées à la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Problèmes complexes, incertains, non pas quant à leur existence, je ne suis pas en train de faire du déni changement climatique, mais quant à l'effet et à l'horizon, à la taille de ces effets, à l'horizon de leur manifestation. Et aussi, ce sont des problèmes qui se prêtent à de multiples interprétations, donc sont chargés normativement. Chacun interprète les problèmes selon des grilles différentes, donc c'est bien de mettre autour de la même table des organismes, des acteurs différents. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième consiste à dire que ces acteurs jouent un rôle positif, un rôle d'intendant de l'intérêt public. En faisant quoi? En remplissant des vides institutionnels ou des défaillances dans la gouvernance et en agissant par le biais de la soft law. C'est quoi cette soft law? C'est une décision par consensus qui s'appuie en plus sur un processus de délibération démocratique. Donc tout le monde doit être d'accord pour prendre des mesures et mettre en place des projets communs. Et en plus, un autre atout de ces initiatives consiste dans le fait que souvent, tout le temps, je dirais même, ont une volonté d'avoir un impact sur les pratiques, sur le terrain, à la fois des systèmes économiques, mais aussi des acteurs, des communautés locales et tout ça. Donc ça, ce sont un peu les voix qui se lèvent dans la littérature pour emphasiser les impacts positifs de ces initiatives multiparties prenantes. Mais vous l'avez compris, il y a des voix grises qui se lèvent, des voix plus critiques. Sur quoi portent ces critiques par rapport à ces initiatives? Déjà, une première critique, c'est qu'on a eu tendance à dépolitiser ces instances. C'est-à-dire, on occulte les relations de pouvoir entre pays du Nord, pays du Sud, grandes entreprises, petites entreprises, sous le prétexte que le processus décisionnel est par consensus, mais en revanche, on sait bien, si on va décortiquer la gouvernance de ces organismes, qu'il y a des voix qui comptent plus que d'autres. Donc ça, c'est une première critique. Une autre critique qui va dans le même sens de la dépolitisation des enjeux, est lié au fait que si vous pensez, et moi j'ai étudié pas mal les organisations autour de l'huile de palme, on a une multiplication de certifications, indicateurs. Donc il y a une forte instrumentation qui est produite. Traçabilité, tout est technique, tout est chiffré. Et donc, encore une fois, on dépolitise l'analyse des questions, des racines, et donc l'identification des véritables responsabilités et des moyens pour agir. Donc ça, c'est effectivement une autre critique importante. Et la dernière, peut-être la plus récurrente, consiste à dire, oui, pour une grande entreprise, participer dans ces instances relève du blanchiment éthique ou greenwashing dans n'importe quel domaine l'entreprise agirait, et donc offrirait un espace un peu plus de vitrine pour des effets d'annonce et pas de véritable impact. Vision contrastée, comme vous le voyez. Néanmoins, il y a un certain accord aujourd'hui pour identifier les chantiers auxquels il faut s'attaquer pour que ces initiatives aient plus d'impact et un impact plus équitable avec tous les acteurs concernés. Le premier chantier consiste à ne jamais arrêter de renouveler l'analyse et la refondation de la gouvernance de ces organismes. Dire que ce sont des organismes multiparties prenantes ne permet pas de comprendre si le processus délibératif est élément démocratique. Donc ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier serait aussi de questionner, dans une sorte de posture auto-réflexive, le paradigme qui guide les choix et les projets de ces organismes.
les constats sont nombreux, vraiment dans le paradigme de la marchandisation de nos ressources naturelles, dans la marchandisation de la ressource travail, et donc peut-être il est temps de mettre sur le devant d'autres paradigmes, comme ceux de la préservation des biens communs, en l'occurrence des biens communs mondiaux, et avoir une approche plus restaurative et de prise en charge des ressources, qu'on le sait, sont en train de s'épuiser ou sont en souffrance, si on pense notamment à la ressource travail. Et il y a une troisième voie qui me semble tout à fait intéressante, sur laquelle j'aimerais vous laisser avec un peu une idée d'espoir, c'est celle de hybrider de plus en plus les leviers d'action de l'hard law, les réglementations, et les leviers d'action de la soft law. Aujourd'hui, on a un exemple intéressant au Parlement européen et discuter une mesure pour bannir toute la déforestation importée. C'est-à-dire, ils discutent du moyen de prendre nos responsabilités. Vous savez que l'Europe importe 16% de tous les produits liés à la déforestation qui font l'objet de commerce mondial. Et donc, ces discussions-là me font bien espérer que sur un socle de régulation plus sévère, ces initiatives multiparties prenantes se donnent des objectifs plus ambitieux, plus partagés et plus équitables pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, professeur. J'invite maintenant Monsieur André Renaudin, président du Réseau France du Pacte mondial des Nations Unies, président de La Mondiale. Merci Cécile. Mesdames, Messieurs, en vos qualités, bonsoir à toutes et à tous. Je suis honoré et heureux de traiter avec vous de l'objectif de développement durable numéro 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Je rappelle que le Pacte mondial des Nations Unies, dont j'ai l'honneur de présider le réseau français, a mandat du secrétaire général des Nations Unies de traduire les 17 objectifs de développement durable et l'agenda 2030 auprès du secteur privé. L'ODD 17 est un objectif à part dans l'architecture de l'agenda 2030, car il est en quelque sorte la clé de voûte qui permet de réaliser les 16 autres. Je rappelle la résolution des Nations Unies sur le programme 2030 qui explique justement cet esprit des partenariats, je ne cite pas totalement, mais à cette quête participeront, à côté des institutions publiques, la société civile, les entreprises et le secteur privé, les communautés scientifiques et universitaires et l'humanité tout entière. Alors cette journée anniversaire des 7 ans sous le haut patronage de l'Assemblée nationale illustre bien parfaitement cette dynamique. En effet, si le secteur privé est clairement mentionné dans l'agenda 2030, ce n'était pas le cas dans les objectifs du millénaire pour le développement. C'est donc un changement notable de méthode, l'approche étatique et verticale, a laissé place à une approche plus horizontale avec l'ensemble des acteurs, sans pour autant que les États soient en retrait dans leur mission d'impulsion et de leurs actions. Depuis longtemps, l'entreprise n'est plus tournée seulement vers elle-même et son écosystème immédiat, elle s'ouvre et construit des alliances et des partenariats. Le mouvement s'est consolidé en France avec notamment la loi Pacte ou la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Nos entreprises sont de fait bien engagées dans l'exercice de la co-construction. Je pense par exemple à l'entreprise bretonne ENAF qui a construit toute une filière biologique et équitable pour le poivre à Sao Tomé et Principe. Ces partenariats doivent être construits sur des principes et des valeurs, sur une vision partagée des objectifs communs qui placent les peuples et la planète au centre. Ils sont nécessaires, tant au niveau mondial que régional, national ou local. Si États, entreprises, sociétés civiles, corps intermédiaires doivent chacun pouvoir développer des stratégies d'impact collectif, la co-construction ne se décrète pas. Elle nécessite une confrontation des points de vue, une écoute active et un temps nécessaire pour l'action. C'est ce que fait par exemple le Michelin avec son comité de dialogue avec les parties prenantes au sens large. Réaliser des partenariats pour une entreprise, c'est construire des ponts et non des silos, c'est dialoguer avec ses parties prenantes directes et son environnement général. Réaliser des partenariats, c'est construire des relations équilibrées d'abord avec ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, aussi avec les associations, les communautés locales, les pouvoirs publics locaux et nationaux ou les acteurs de la société civile. Réaliser des partenariats, c'est enfin dialoguer avec ses concurrents au niveau sectoriel. Il est essentiel que des objectifs communs d'intérêt général soient mis en œuvre par tous. C'est une forme de multilatéralisme à plus petite échelle. L'entreprise seule ne peut pas tout, elle progresse par un dialogue nourri avec son écosystème. Je pense par exemple à Veolia et L'Oréal qui s'associent afin de réduire l'empreinte carbone des emballages cosmétiques, ce qui va dans le sens de l'ODD 12 sur la consommation responsable et du 13 sur les changements climatiques. Ceci dit,
L'ODD 2017 soulève bien sûr la question de son financement pour pouvoir changer de paradigme. En effet, avant l'adoption des ODD en septembre 2015, il y eut le vote en juillet même de la même année à Addis Abeba du programme d'action pour le financement du développement durable, et celui-ci fait partie de l'agenda 2030 et offre un cadre renouvelé et adapté à la mise en œuvre des ODD. Nous savons le professeur Jeffrey Sachs très attaché à ce programme d'action, et à raison. En 2020, le coût de la mise en œuvre des ODD était estimé entre 50 000 et 70 000 milliards de dollars sur les 10 années à venir. Les besoins de financement pour la sortie de crise du Covid-19 et la reconstruction des dégâts de la guerre en Ukraine sont désormais encore plus importants et avec des déficits et des dettes publiques encore plus élevées. Le financement de l'agenda 2030 suppose donc un effort de cohérence. Les investissements ne doivent pas entrer en contradiction avec les objectifs environnementaux et sociaux tels que le climat et la biodiversité, ni ceux de développement humain ou sociaux. Le secteur privé peut aider au financement de cette transition vers un monde plus durable avec des instruments financiers novateurs. De même, les pays du Nord ont une responsabilité vis-à-vis des pays du Sud, comme cela a été dit ce matin. La controverse lors de la dernière conférence des parties sur le climat à Glasgow était donc légitime. Innover ensemble, c'est le nom d'un groupe de travail sur les ODD auquel nous participons en tant que Pacte mondial Réseau France avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. N'ayons pas peur de sortir des sentiers battus, le secteur privé, en construisant de nouvelles alliances qui peuvent financer des solutions systémiques au service de l'agenda 2030, vont bien au-delà des classiques schémas autour de la croissance économique et des infrastructures. Je citerai par exemple l'entreprise alsacienne Socomec qui s'investit dans le milieu éducatif, je rappelle l'ODD 4 sur l'éducation, et afin de promouvoir toute une filière scientifique, Socomec a noué un partenariat avec la fondation de l'Université de Strasbourg et participe activement à ces chaires. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons désormais moins de 8 ans pour aboutir. Les situations sanitaires de la Covid-19 et le conflit en Ukraine ont fortement ralenti les progrès pour atteindre les objectifs de l'agenda. Les chiffres du rapport 2022 du Réseau des Nations Unies pour les solutions de développement durable traduisent ce recul, comme en témoigne l'indice global de progrès sur l'atteinte des ODD qui reste de 66%. Vous l'avez aussi entendu ce matin. Relais officiel en France du Pacte mondial des Nations Unies, notre réseau compte plus de 1700 adhérents, entreprises de toute taille et de tout secteur. Afin d'incarner cet esprit de partenariat à tous les niveaux, le Pacte mondial Réseau France conjugue défis globaux avec solutions locales des entreprises ancrées dans leur territoire. Plus d'une vingtaine d'entreprises ambassadrices promeuvent les ODD dans l'Hexagone, bientôt en France océanique, et pour accélérer le changement. Catalyseur des transformations durables pour les entreprises, notre réseau se trouve au carrefour des alliances entre secteur privé et société civile, syndicats et fédérations professionnelles, pouvoirs publics locaux, nationaux, européens et bien sûr institutions des Nations Unies. Cette ouverture permet un enrichissement mutuel pour les entreprises. Je pense en particulier aux PME, souvent trop seules dans un monde complexe et en bouleversement. Le Réseau France du Pacte mondial permet ce dialogue fécond pour redonner ensemble du sens à l'agenda 2030 pour une appropriation collective. Celui-ci, cet agenda, est une boussole pour le secteur privé, autant qu'une formidable opportunité pour une vision renouvelée de notre futur et de notre planète. Face à un monde polyfracturé, il est urgent d'oser les partenariats, d'impulser des stratégies d'impact collectif et, permettez-moi de dire, de faire danser les silos. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. On va prendre des questions de l'audience, s'il vous plaît. Monsieur. Merci beaucoup. Une question plus particulièrement sur l'ODD 17, c'est la question effectivement de la volonté de participer à ces collectifs et au-delà de la volonté, quels sont aussi les moyens, on va utiliser des mots un peu forts, coercitifs, pour ceux qui ne veulent pas participer à un effort collectif mondial. On a tous entendu l'appel de Gutiérrez. Et je fais référence aussi à une remarque qui a été faite par Théo, de dire on ne peut rien faire, faut que les gens changent de comportement. Mais en fait, oui, dans cette même assemblée, on a voté des lois anti-gaspi, par exemple. On a voté des tas de lois, encore récemment, justement sur les déchets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller un peu plus loin, juste que du wishful thinking, que peut-être un jour, les gens verront que c'est le moment d'agir?
Oui, merci de cette question. Je suis entré dans la vie professionnelle en 79, qui était l'année du choc pétrolier. Donc, en fin de carrière, je retrouve exactement les discours de 1979, voilà, sur l'essence chère, sur la rareté de l'essence, sur la chasse au gaspillage, c'est sur beaucoup de choses, effectivement. C'est assez extraordinaire. On est content de rajeunir de 43 ans, mais on se dit qu'effectivement, votre question a du sens. Alors, sur le coercitif, je ne sais pas trop, il y a quelques objectifs qui sont l'objet de coercition par les pouvoirs publics. Hein. Je veux dire, quand on pense que dans l'objectif 16, hein, paix, justice et institutions pérennes, il y a la lutte contre la corruption. Là, on est dans le délit pénal. Voilà, il y en a un certain nombre. Pour la plupart des objectifs, heureusement, je crois que le processus est en 3 temps. Je veux dire, tout d'abord, c'est d'entendre le message. Entendre, hein, se dire ce que sont ces objectifs, ces 17 objectifs de développement durable. Après les avoir entendus, il s'agit de les comprendre. Ce n'est pas toujours très très simple pour un chef d'entreprise, pour un acteur, de savoir ce qui se cache effectivement, ce que recouvre effectivement tel ou tel objectif et ce que cela veut dire pour son entreprise. Et enfin, dernière étape, c'est ce que j'appelle s'approprier, c'est le mot appropriation. Hein, j'entends avec mes oreilles, je comprends avec mon cerveau, je m'approprie avec mes tripes. C'est vraiment, une fois qu'on sait bien approprier ce qu'il faut faire, qu'on se rend compte que même si on est une entreprise du centre de la France, une PME qui fait ceci ou cela, je veux dire, on a aussi à lutter pour la biodiversité dans les océans. Tout simplement, ça a été évoqué, parce que si je prends des bouteilles en plastique, hein, pour mes salariés à la pause, eh bien ce plastique se retrouve haché dans les cours d'eau et puis finit dans la mer. Donc il faut bien voir toute cette chaîne, hein, ce n'est pas immédiat. Et ensuite, le dernier point de coercition, c'est l'opinion publique. Tout simplement, je pense sur un certain nombre de points, nos concitoyens ne supporteront plus telle ou telle attitude. Alors, comment s'en rendront-ils compte ? Eh bien, c'est par tous les relais, tous les réseaux sociaux, toute l'information qu'on peut avoir. Et puis, il faut bien le dire, les reportings étatiques, hein, je viens d'une profession, l'assurance, qui est extraordinairement régulée, qui fait des reportings depuis que le reporting existe probablement. Hein, je veux dire, et on s'en rend compte et on est là vraiment, je vais le dire comme ça, coincé. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question ? Guillaume. Bonjour. Dans le contexte de la guerre qui sévit en Europe, mais aussi plus largement des perturbations au niveau du multilatéralisme qui est mis en difficulté, comment en fait vous percevez l'avenir justement pour le pacte mondial et plus largement voilà, les partenaires mondiaux autour des OTD ? Sont-ils voués à l'échec ou la société civile suffira à relever des défis sans les acteurs institutionnels et politiques ? Peut-être pas. Je pense 2 choses dans l'esprit de votre question. La première, c'est qu'en aucun cas il faut renoncer, je veux dire, au pacte mondial. Il ne faut en aucun cas renoncer à l'objectif 2030 et aux 10 principes. Voilà, c'est, je considère, un énorme progrès pour l'humanité. Hein, je veux dire que le représentant dans les Nations Unies ont adopté ces 10 principes. C'est absolument formidable. Il ne faut en aucun cas y renoncer. Ayant dit cela, effectivement, la guerre en Ukraine soulève une nouvelle question d'une autre nature, qui est celle de la souveraineté des États. Hein, après tout, hein, je veux dire, on peut prendre la question par tous les bouts. Le commerce mondial a pris un sacré coup, je veux dire, les échanges, les productions, etc. Et un certain nombre de sujets relèvent de décisions de souveraineté des États, je veux dire, qui peuvent aller à l'encontre, hein, d'un objectif généreux, hein, parmi les ODD. Et donc là, il y a vraiment une responsabilité politique, des choix politiques à faire, pour à la fois ne pas perdre de vue cette étoile polaire, hein, que sont les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, et puis de prendre des décisions de souveraineté face à la situation conflictuelle actuelle. Voilà ma vision des choses. Et donc le pacte mondial, hein, je veux dire, a une seule mission, c'est les ODD. Hein, donc on continue. On continue. Merci, Monsieur le Président. Merci, Cécile. Merci à tous. Les débats que nous venons d'avoir font écho avec plusieurs propositions qu'ont formulées les jeunes des pays du G7 à Berlin en mai dernier. Nous avons travaillé et convergé sur ces sujets de consommation responsable, de transition écologique juste, de partenariat entre les pays pour améliorer le financement de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Nous avons notamment appelé les États à prendre conscience des limites planétaires et de cette course à la consommation, source d'une surexploitation des ressources. Qui n'a pas entendu parler de l'empreinte écologique, du jour de dépassement, atteint cette année le 28 juillet 2022 ?
Cette surexploitation des océans, des sols, des forêts, vous avez parlé, professeur Carbone, de la marchandisation des ressources, est d'ailleurs une des premières causes de l'effondrement du vivant, selon l'IBES, le GIEC de la biodiversité. Nous avons donc appelé les gouvernements à se montrer plus ambitieux pour limiter l'exploitation des ressources naturelles et la surconsommation, notamment en les appelant à interdire totalement les produits jetables inutiles, notamment le plastique, d'ici 2025. En France et en Europe, nous avons fait de gros efforts sur ce sujet, mais il faut continuer, en encourageant l'économie circulaire, en éliminant l'obsolescence programmée. En bref, car les leviers d'action sont nombreux, nous souhaitons promouvoir une société de la réparation, du recyclage, mais avant tout de la sobriété. Nous espérons que cet appel émis lors du Y7 sera entendu, et les échanges que j'ai entendus ici aujourd'hui me donnent cet espoir. Merci à tous et à nos partenaires pour ces interventions. Merci à vous d'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes à 16h45 pour le 6e tableau, Shifter dans un monde plus dur.